Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Évidemment, nous sommes, comme vous le savez, quelque part tributaires de l'actualité, même si le but, c'est pas d'être scotché tout le temps sur ce qu'il se passe, parce que évidemment, après, on serait toujours dans la réaction. Mais évidemment, quand il y a comme une sorte d'accélération de l'histoire, bah, il faut bien qu'on soit présent pour essayer d'interpréter les choses. C'est la moindre des choses. Alors justement, actuellement, il se passe quelque chose de phénoménal sur le plan de l'actualité, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et justement, ça va être le sujet d'aujourd'hui, la Russie de Pouchkine à Poutine. Oui, parce qu'il faut toujours avoir un soubassement historique pour comprendre les phénomènes de géopolitique. Autrement, on est toujours dans l'émotion, on choisit un camp ou un autre, simplement, c'est dicté par l'émotion et il n'y a plus de raison. Et effectivement, après, on n'est pas dans la compréhension des choses et on peut être manipulé très facilement. Alors, comme vous le savez, la Russie de Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine de Zelensky. Alors, aussitôt, comme d'habitude, avec ce genre d'événement, une levée de boucliers a accompagné en Occident ce qui est considéré comme un crime contre l'humanité impardonnable. Bah, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ukraine de Zelensky constitue une base avancée de l'OTAN, l'organisation du traité d'Atlantique Nord. Cette organisation militaire avait été créée à la fin de la guerre froide, à la fin du deuxième conflit mondial, avait été créée donc pour contrecarrer la menace soviétique avec tous les pays du pacte de Varsovie. Donc sur le plan militaire, il fallait pour les Occidentaux faire pièce à cette menace soviétique pour avoir donc une coalition militaire susceptible de faire en sorte qu'il y ait un équilibre des forces. Donc, sauf que, c'est un secret pour personne, qu'en 1990-1991, donc l'Union soviétique a cessé d'exister, puisqu'elle a été dissoute, vous vous souvenez peut-être, enfin pour les plus âgés, du discours de Mikhail Gorbatchev, annonçant donc la dissolution de l'Union soviétique. Et chaque république fédérée de l'Union soviétique reprenait son indépendance ou découvrait les délices de l'indépendance. Donc on aurait pu penser que les conditions d'existence de l'organisation militaire du traité d'Atlantique Nord n'étant plus réunies, l'OTAN, à l'instar de l'Union soviétique, devait se saborder pour un monde de paix et de coopération tout à fait pacifiée entre les nations du monde. Mais il n'en fut rien, comme vous le savez, et l'OTAN existe toujours, et l'OTAN n'a fait que s'étendre et conquérir de nouveaux membres parmi les anciens pays du pacte de Varsovie, jusqu'à avancer et se retrouver carrément dans ce qu'on appelait autrefois la petite Russie, à savoir l'Ukraine, et menaçant de ce fait la Russie d'encerclement. Donc, si on ajoute à cette menace la politique de discrimination et de persécution menée par l'État ukrainien de Zelensky contre les populations russophones de cette zone géographique, il est clair que l'intervention militaire russe peut être resituée dans un contexte global que la propagande de la presse mainstream ne permet pas de comprendre, ne permet pas de saisir de façon pertinente. Alors vous allez me dire, oui, mais en quoi ça nous concerne, nous ? Il faut savoir que la Russie et d'une façon plus générale l'Union soviétique sont des États puissants qui jouent et qui jouèrent dans le passé un rôle dans l'affranchissement nécessaire contre la domination occidentale en Asie, en Afrique, ainsi qu'en Amérique latine. À l'époque de la guerre froide, il y avait un équilibre du monde sur le plan de la géopolitique avec cette bipolarité Est-Ouest. Il est clair qu'avec la chute, on en parlait tout à l'heure, avec la chute de l'Union soviétique en 1991, la Russie, par l'entremise de son empire communiste, a cessé de jouer un rôle majeur dans les affaires du monde, et cela a fait dire à certains auteurs comme François Furet ou Francis Fukuyama
qu'on assistait de ce fait à la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, parce que l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, leurs alliés français, britanniques et allemands, ainsi que les supplétifs canadiens, australiens, prenaient possession du monde d'une façon totale, tout cela étant saupoudré de façon idéologique par un judéo-christianisme à l'idéologie conquérante et messianique. Et à cela, il fallait ajouter la doctrine du « enrichissez-vous », ce qui fait en sorte que dans les différents États du monde, dans les différentes nations du monde, il y a eu toute une caste de gens, d'affairistes qui se sont effectivement enrichis. Quelquefois, les affairistes, c'était aussi les chefs d'État en place dans des pays sous influence occidentale qui s'enrichissaient au détriment de leur peuple. Et en Occident, l'accession à la richesse a été peut-être un peu plus facile pour les populations grâce à la démocratisation, mais malheureusement, le prix à payer a été l'endoctrinement complet des populations par l'école, par les médias, qui se sont avérés de véritables prescripteurs d'idéologie, et ce qui fait aujourd'hui qu'avec la crise russo-ukrainienne, tout le monde se lève comme un seul homme, il n'y a plus de nuances, il n'y a plus d'échange d'idées, il suffit d'appuyer sur un bouton, et puis tout le monde se porte au secours de l'Ukraine, et nous allons voir que les choses sont beaucoup plus complexes. Alors vous allez me dire encore, vous allez me poser une autre question, vous allez me dire, en quoi cela concerne-t-il les Africains, les différents peuples du monde et même l'Europe? Ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est loin, et en quoi sommes-nous concernés? Pourquoi devons-nous a priori nous y intéresser? Moi, je fais cette vidéo depuis la France. Il faut savoir que la France, sur de nombreux plans, se comporte comme une colonie américaine. Et même là, c'est beaucoup plus complexe, finalement, quand on creuse un peu, sachant que certains auteurs nous disent que l'Amérique elle-même serait une corporation, et non un pays réellement, enfin un État avec tous les attributs de souveraineté que cela peut induire. Et on nous dit que le pouvoir serait situé ailleurs, certains disent qu'il se trouverait à la City de Londres. Sous cet aspect, évidemment, le nationalisme russe rénové de Poutine constituerait une menace, car il contrarierait les visées hégémoniques des autoproclamés maîtres du monde. C'est pour cela qu'il y a une campagne anti-russe, vous l'avez remarqué, tout à fait obscène aujourd'hui en Occident. La Russie incarnerait l'empire barbare de façon radicale dans l'imaginaire collectif. Et bien sûr, Hollywood jouerait un rôle de premier plan depuis de nombreuses années dans le processus de diabolisation de la Russie en général et des Russes en particulier. La preuve en est avec le personnage de Pushkin dans le film The Equalizer avec Denzel Washington. Donc c'est un film, je vais vous faire un petit peu le pitch du film. C'est un film réalisé par Antoine Fuqua, réalisateur africain-américain, en 2014. L'action du film se situe dans une grande ville américaine. Le personnage joué par Denzel Washington est un ancien spécialiste des forces spéciales américaines. Et après quelques années, il a retrouvé une vie normale, avec un métier en quelque sorte normal. Et il est gardien, il a un poste de gardien dans la grande distribution, dans une ville américaine. Mais évidemment, il n'a rien perdu de ses compétences en tant qu'ancien membre des forces spéciales. Et donc, il est témoin des exactions qui sont perpétrées dans sa ville contre des prostituées qui sont maltraitées, exploitées sexuellement par la mafia russe. Et évidemment, le personnage de Denzel va devenir en quelque sorte le héros de ce film, puisqu'il va prendre la défense de ces prostituées maltraitées par les méchants mafieux russes, et l'un des mafieux s'appelle Pushkin. Le choix du nom de Pushkin pour un mafieux russe dans un film, dans un film américain n'est pas dû au hasard. Parce qu'il faut savoir que Pushkin, c'est au XIXe siècle le grand rénovateur de la littérature russe.
Pouchkine d'ailleurs est en partie d'origine africaine, par son bisaïeul Abraham Hannibal, mais nous allons le voir tout à l'heure. Le méchant dans le film s'appelle Vladimir Pouchkine. Vladimir, c'est aussi le nom d'un des fondateurs de l'Empire russe, du passé, mais c'est aussi le prénom de Vladimir Poutine. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Alors, évidemment, beaucoup d'observateurs, notamment dans les milieux de la libre pensée, se posent la question suivante aussi, puisqu'on parle d'Hollywood. Est-ce que l'état fantôme de la Khazarie a quelque chose à voir avec cela? Alors, il y en a, ils vont se dire, mais Itero, il part trop loin, mais qu'est-ce que c'est que ça, la Khazarie? C'est quoi? Il nous ramène encore dans l'Antiquité, en Égypte, puisque il paraît que les Africains sont obsédés par l'Égypte. Alors c'est quoi? C'est encore l'Égypte? Non, c'est pas l'Égypte. C'est vrai que l'Égypte, c'est très intéressant aussi, mais non, on est capable de parler d'autre chose que de l'Égypte. Voilà, désolé de vous décevoir. Alors la Khazarie, c'est un État qui existait dans cette zone géographique et même au-delà, la zone géographique dont nous parlons, donc Russie, Ukraine, au 7e siècle, au 7e siècle, jusqu'au 10e siècle, pour aller vite. Jusqu'au 10e siècle de notre ère, bien sûr. Et donc, cet État khazar était peuplé par une population d'origine turco-mongole, et c'était un pays puissant, puisque sa frontière s'étendait jusqu'en Ukraine, une partie de l'Ukraine, mais aussi une partie de la Russie actuelle, une partie aussi jusqu'aux confins de la Géorgie, et donc c'était un État très puissant, et c'était un État guerrier, hein, qui tenait en respect les peuples de la sous-région, et d'ailleurs Kiev versait un tribut à la Khazarie, hein, donc était sous influence khazare, bien que n'en faisant pas partie à proprement parler, mais la principauté de Kiev était sous influence khazare. Mais au Xe siècle, à la fin du Xe siècle, l'Empire khazar a été démantelé par une nouvelle puissance émergente, à savoir la puissance russe. Et donc, les peuples khazars, entre-temps, avaient pu se convertir, les élites du peuple khazar avaient pu se convertir à l'une des religions qui avait le vent en poupe à l'époque. Alors, vu qu'ils étaient pris en tenaille un peu avec le monde musulman émergent, qui comptait dans la région, notamment avec les Ottomans, mais aussi avec les Arabes et la poussée de l'islam. Et puis à l'ouest et au nord, il y avait aussi donc, les chrétiens, le christianisme, et ils ont décidé, c'était un peuple qui avait qui était dans les religions traditionnelles, et qui a opté, son élite a opté pour le talmudisme que nous appelons aujourd'hui judaïsme. Donc avec une conversion à 80%, certains le disent, ou à 40% de la population. Et ce qui s'est passé, c'est que quand l'Empire khazar a été démantelé par la nouvelle puissance militaire et politique de l'époque, la Russie émergente, bah évidemment, les Khazars, une bonne partie des descendants des Khazars sont restés en Russie, etc. Leur culture a été identifiée pendant longtemps en Europe centrale, orientale et même jusqu'en Europe occidentale comme la culture yiddish. Et ensuite, on les a appelés juifs du fait de leur conversion donc au talmudisme que nous appelons aujourd'hui judaïsme. En fait, il s'agit des juifs originaires de cet empire khazar, tout simplement. Et donc, sachant que c'est la puissante émergente russe qui a démantelé l'empire khazar, certains se demandent, alors c'est quand même aller creuser quand même très loin dans l'histoire, s'il n'y aurait pas un ressentiment des descendants des Khazars aujourd'hui, et qu'ils essaieraient de peser sur la politique occidentale de façon à prendre leur revanche par rapport à la Russie. Alors vous allez me dire, c'est complètement abracadabrantesque. Pas tant que ça, parce que les ressentiments
que peuvent avoir les peuples les uns à l'encontre des autres peuvent se perpétuer de génération en génération. Si on prend un exemple qui n'a rien à voir, mais qui peut nous éclairer sur la question, quand en 2004, Haïti a voulu fêter le bicentenaire de son indépendance acquise de haute lutte contre la France, bah, y a des émissaires français qui sont arrivés donc en Haïti et qui ont dit aux Haïtiens ne fêtez pas ce bicentenaire parce que ça constitue une menace pour nous. Et c'est à l'issue de ça quand même que le président d'Haïti a été enlevé et a été menacé d'être exécuté, le président Aristide, Jean-Bertrand Aristide. Donc le ressentiment que peuvent avoir des peuples les uns à l'encontre des autres traverse des générations et effectivement, quand on se préoccupe d'étudier l'histoire, on est obligé de tenir compte de tous ces paramètres. Donc effectivement, l'état fantôme de la Khazarie a peut-être quelque chose à voir avec cela. Je dis peut-être parce que je n'en sais rien. Donc c'est pour cela que, pour rester quelque part dans la même veine, il existe une doctrine secrète, à mon avis, relative à la prétendue inexistence des peuples du monde en tant qu'entité culturelle et politique. À savoir, il y a des gens qui pensent, dans leur tour d'ivoire, que en lieu et place des cultures des peuples du monde, qu'il s'agisse des peuples européens, africains, asiatiques ou autres, en lieu et place des cultures des peuples du monde existerait le racisme. On nous dit, si vous avez besoin, vous n'avez pas besoin d'une culture spécifique en tant que peuple, si vous voulez vous fédérer, le racisme est largement suffisant. La xénophobie, et de toute façon, si vous avez parallèlement au racisme et à la xénophobie une solidarité aveugle avec les États-Unis et l'agenda impérialiste de la finance mondialisée, bah vous avez une culture, hein, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Les peuples du monde, en fait, ne seraient que des consommateurs d'une sous-culture à base de hamburgers, de films gore américains et de christianisme évangélique à la sauce texane. Je dis bien à la sauce texane. Tout simplement parce que je fais référence évidemment aussi au lobby des pétroliers américains qui avaient joué un rôle très important dans la guerre contre l'Irak de Saddam Hussein avec les Dick Cheney, les Condoleezza Rice et la famille Bush, bien sûr. Or, la Russie, avec sa culture, sa force de frappe, son christianisme orthodoxe dérange. Sa présence accrue en Afrique est un vrai défi pour l'empire de la France-Afrique qui ne veut pas mourir, ce fameux empire qui ne veut pas mourir. Et d'ailleurs, l'Afrique, parlons-en. Il est frappant de constater que c'est un afro-descendant, Alexandre Pouchkine, qui se fit, au début du XIXe siècle, l'artisan du renouveau des lettres russes, à l'époque où les élites russes, sous les Romanov, ne juraient que par la langue française, l'allemand, l'anglais. Eh bien lui, Pouchkine, entreprit de développer cette littérature russe en s'inspirant des contes des paysans, les moujiks, et en s'inspirant de cette culture traditionnelle russe que l'on trouvait dans les campagnes russes et pas seulement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des rapports entre l'Afrique et la Russie, comme je le disais tout à l'heure, Pouchkine était en partie d'origine africaine, puisque son bisaïeul était Abraham Hannibal, donc originaire du royaume de Logone, situé aujourd'hui, on le situerait aujourd'hui aux confins du Tchad et du Cameroun actuel. Et donc Abraham Hannibal, son histoire est carrément... ça fait rêver en quelque sorte, puisque Abraham Hannibal fut au XVIIIe siècle kidnappé par des marchands d'esclaves. Il était originaire de familles princières au niveau du royaume de Logone. Il fut emmené à Constantinople et ensuite il fut racheté par un marchand russe, Savak Raguzinski. Il fut amené sur ordre de l'empereur Pierre Ier à la cour de Russie, donc le tsar de toutes les Russies, qui voulait éduquer un enfant africain à sa cour, de façon à montrer au peuple que les Noirs pouvaient avoir la même intelligence que celle des Blancs. Mission accomplie d'ailleurs,
puisqu'il fit donner à son filleul, il fut baptisé donc à l'Empire, à l'église ou à la cathédrale, je crois, de Vilnius en Lettonie. Et donc Pierre Ier le prit comme son filleul, lui fit donner une éducation de premier plan. Il alla en France aussi parfaire son éducation, où il étudia les fortifications. Il fut quelque temps dans l'armée française en tant que recrue d'origine étrangère. Et il fut capitaine dans l'armée française. Il revint ensuite auprès de son parrain en Russie, l'empereur Pierre Ier, où il gravit tous les échelons de la hiérarchie militaire russe, ce descendant d'Africains, et il termina sa carrière avec le grade de général, de général et de spécialiste en fortification, d'ingénieur spécialiste en fortification. Donc, et ce fut donc Abraham Hannibal est lié aux deux personnalités peut-être les plus importantes de l'histoire de la Russie, le tsar Pierre Ier et Pouchkine, puisque Pouchkine est son arrière-petit-fils, et Pouchkine est le grand rénovateur de la littérature russe au XIXe siècle. Et d'ailleurs, comme disait l'écrivain russe, un écrivain russe très connu qui a écrit, à qui on doit le roman, un roman très connu. C'est un écrivain russe qui poursuivit sa carrière aux États-Unis. Il commença sa carrière en langue russe et il la termina aux États-Unis. Et il disait que, j'ai oublié son nom, désolé, il disait que Pouchkine, s'il avait été dans un salon du sud des États-Unis, n'aurait pas pu être reçu parce qu'il avait du noir au niveau des ongles, du noir sous les ongles, et son physique africain se voyait encore après plusieurs générations. Et d'ailleurs, Pouchkine, Vladimir Nabokov, en fait je parlais de l'écrivain Vladimir Nabokov, l'auteur de Lolita, et Vladimir Nabokov disait donc que Pouchkine n'aurait pas pu être admis dans un salon très sélect dans le sud des États-Unis parce que son origine africaine se voyait. Donc Pouchkine était très fier de cette origine africaine quelque part, puisqu'il entreprit de commencer à écrire la biographie de son ancêtre africain, qu'il intitula Le Nègre de Pierre le Grand, mais malheureusement il ne put pas terminer donc, cette biographie. Heureusement, l'historien béninois Dieudonné Niamankou a retrouvé la patrie d'origine du bisaïeul de Pouchkine, et dans un livre admirable, Abraham Hannibal, l'aïeul noir de Pouchkine, il a pu nous raconter, avec toute une perspective historique, le parcours d'Abraham Hannibal qui force l'admiration à l'époque surtout. Alors tout cela, simplement pour dire que l'Occident, qui aime à être décrite comme l'héritière des Lumières, il faut savoir que les Russes, comme les Africains, s'affranchissent de plus en plus de cette fascination morbide pour les soi-disant Lumières occidentales. Et je vais parler d'un autre Alexandre, Alexandre Zinoviev. Le cas d'un autre Alexandre mérite d'être étudié pour bien comprendre le contexte de cette guerre en Ukraine. Alexandre Zinoviev était ce qu'on appelle un dissident de l'ère soviétique. Les dissidents chez les soviétiques, durant la période soviétique de la Russie, étaient des intellectuels qui prenaient parti contre la dictature soviétique dans la Russie de cette période-là. Alors, on connaît des gens comme Solzhenitsyn, qui ont écrit l'archipel du Goulag, mais il y avait aussi une personnalité de premier plan comme Alexandre Zinoviev. Et comme certains écrivains dissidents soviétiques, intellectuels, il a été obligé de s'exiler en Occident. Et contre toute attente, alors il a écrit pas mal d'œuvres qui expliquaient et qui déconstruisaient le mythe unanimiste
soviétique en montrant l'arrière-boutique de cette société soviétique totalitaire. Mais contre toute attente, en 1999, après avoir passé plusieurs années en Occident, Alexandre Zinoviev, dans une interview, dit qu'il veut retourner en Russie. Et à ce moment-là, Alexandre Zinoviev était dans une autre phase de son œuvre. Et il avait d'ailleurs publié, durant cette période, un livre qui s'appelait « L'Occidentisme ». Et dans ce livre, l'Occidentisme, il critiquait la tyrannie mondialisme et le totalitarisme démocratique. C'est incroyable, nous étions en 1999, mais à quoi assistons-nous aujourd'hui en 2022, à l'ère Covid? C'est exactement à ce totalitarisme démocratique. Et dans cette interview qu'il avait donnée à Victor Loupan à Munich en juin 1999, Alexandre Zinoviev disait qu'il préférait retourner en Russie et que bien que son travail a été reconnu de longue date en Occident, il ne s'était jamais vraiment senti chez lui en Occident. Il disait aussi qu'il avait constaté au fur et à mesure que la guerre qui était menée contre l'Union soviétique, la guerre froide en fait, était une guerre qui était menée contre le peuple russe. Et c'est vrai que Vladimir Poutine, dans un discours très récent, a dit aussi que les Russes, après le démantèlement de l'Union soviétique, ont cherché à adhérer à l'OTAN. La Russie a cherché à adhérer à l'OTAN, mais l'organisation du traité d'Atlantique Nord, et notamment George Bush, a dit que ce n'était pas possible. Et de fil en aiguille, l'OTAN a poursuivi son avancée de plus en plus proche de la frontière russe, jusqu'à encercler complètement la Russie. Donc effectivement, il y a une guerre qui est menée contre la Russie, et cette interview tout à fait visionnaire de Zinoviev nous permet de mieux comprendre effectivement quel est l'agenda mondial et quelles sont les différentes options qui peuvent se présenter auprès des peuples du monde. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair dans ce conflit russo-ukrainien à la lumière de l'histoire. Et bien sûr, comme d'habitude, à l'issue de cette vidéo, juste avant le générique, vous pourrez voir toute une bibliographie qui vous permettra d'aller plus loin et de creuser la question et peut-être d'apprendre des choses que je n'ai pas pu aborder aujourd'hui. Merci de votre attention et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.